L'objectif de cette journée est dédié à l'approche régionale, à voir comment toutes les questions relatives à la conservation de la biodiversité marine, à la meilleure préservation des écosystèmes marins, peut être catalysée, mise en synergie au niveau régional. On sait tous qu'on a une seule planète et on connaît très bien le slogan « Une seule planète, un seul océan ». Tous les grands océans de la planète sont en fait reliés et ceci souligne en fait l'importance de la coopération régionale. Importance d'autant plus, on va dire, nécessaire que quand on comprend mieux le fonctionnement des écosystèmes marins, tout est lié, que ce soit par la courantologie, les grands courants marins, que ce soit au travers des espèces migratrices ou tout simplement par les cycles de l'oxygène, les cycles de l'hydrogène, mais aussi les cycles de reproduction de certaines espèces et c'est notamment le cas par rapport aux récifs coralliens. Donc vraiment les enjeux de cette journée, c'est de voir comment la coopération régionale, au travers de différentes initiatives, au travers des grands programmes internationaux, comme le programme des mers régionales, peut aider à faciliter les synergies entre les actions menées au niveau local, au niveau national, et comment renforcer aussi l'efficacité de ces actions, afin de mieux prendre en compte la réalité des échelles des écosystèmes marins. Dans les mers du Sud, en Antarctique, il y a peu de vie sur Terre. Les réserves, les aires protégées, concernent donc les océans. Les réserves dans les mers du Sud sont un sujet de discussion depuis 2006 et relèvent du traité de l'Antarctique et notamment la Commission pour la conservation de la faune et la flore marine de l'Antarctique. Ce groupe d'États s'appelle CAMELAR. En ce moment même, ils prennent une décision sur deux propositions de créer d'aires marines, l'une dans la mer de Ross et l'autre dans l'Antarctique oriental. Ces discussions se poursuivent depuis des années. Dans l'Arctique, la discussion est autre. La gouvernance est différente. Il existe 8 pays arctiques, 5 pays riverains qui font partie du Conseil de l'Arctique, mais ce conseil n'a pas de personnalité juridique. Les réserves marines, donc, doivent être créées par les pays mêmes. À l'heure actuelle, beaucoup de pays disposent d'aires marines protégées, peut-être pas dans l'Arctique même. L'UICN, avec nos partenaires, souhaite promouvoir un réseau d'aires marines protégées. Les pays de l'Arctique, les parties prenantes, y compris les peuples autochtones, cherchent à innover, mieux protéger les zones de l'Arctique, aller au-delà des aires marines protégées. Nous avons beaucoup d'outils à notre disposition pour protéger ces zones sensibles. Il peut y avoir une zone particulièrement sensible que l'on pourrait protéger par le truchement de l'OMI. On peut également identifier des sites du patrimoine mondial. Ce type d'activité, ces discussions par rapport à l'Arctique pourraient s'appliquer éventuellement dans les mers du Sud.
La destruction des mangroves est essentiellement le fait de l'homme, en plus de la mauvaise gestion du gouvernement. À l'heure actuelle, un grand nombre de communautés commencent à protéger les mangroves. Nous sommes passés de 1 à 22 mangroves protégées dans la province de Trane. En effet, nous essayons de créer une forme de cogestion parmi tous ceux qui vivent des mangroves. Le développement humain est très important. Il faut comprendre, il faut respecter la nature. Aussi, la coopération entre parties prenantes est extrêmement importante. Il faut favoriser l'apprentissage des connaissances de base. Aussi, la politique gouvernementale doit soutenir l'objectif de la conservation des mangroves. Troisièmement, il doit y avoir une législation qui entérine le droit des communautés locales de protéger leurs ressources, de protéger leurs moyens de subsistance. À partir du moment où ce message sera entendu et réellement assimilé par le public, la conservation des mangroves sera renforcée. Fort de ce message, toutes les communautés du sud de notre pays reconnaîtront l'importance capitale de protéger les mangroves. La Convention de Barcelone, signée en 1996, a pour objectif la protection de la mer Méditerranée. Les 21 pays côtiers de la Méditerranée ainsi que les pays membres de l'Union européenne en sont les signataires. Nous sommes donc un organisme intergouvernemental qui a la juridiction sur la pêche dans la partie nord-est de l'Atlantique, en haute mer. Actuellement, dans la gestion de la pêche depuis 10 à 15 ans, il y a eu une évolution très rapide vers la mise en place de mesures pour protéger des écosystèmes vulnérables contre la pêche. En fait, nous avons mis en place de grandes zones fermées où nous avons identifié soit des écosystèmes vulnérables spécifiques comme des récifs de corail, des choses comme ça, ou bien de grandes zones où nous savons qu'il existe des écosystèmes vulnérables, mais pas encore précisément identifiés. Mais nous fermons ces zones pour des raisons de précaution. Bien sûr. Une des pressions qui s'exerce dans cette zone par moment est celle exercée par la pêche. Nous devons commencer à définir des mesures. Il faut ainsi travailler étroitement avec les organisations partenaires qui s'occupent de la pêche et qui ont mandat en la matière. Nous avons commencé à nous rendre compte qu'il y a une convergence en cours. Nous partageons les mêmes objectifs. Il est important donc de travailler ensemble. Évidemment, la création d'AMP dans la Méditerranée relève des ministères de l'Environnement, qui sont en quelque sorte les propriétaires de la Convention de Barcelone. Nous devons toutefois travailler étroitement ensemble avec la Commission générale des pêches en Méditerranée, qui va décider des mesures spécifiques en matière de pêche. Nous essayons d'avancer vers un système unique. Les deux systèmes ont été conçus indépendamment les uns des autres et nous voulons avancer vers un système unique plus cohérent.
On ne peut pas avoir une pêche durable sans s'assurer que les ressources soient conservées pour l'avenir. Et dans ce contexte-là, précisément, nous avons abouti à la même conclusion que vous, c'est-à-dire l'importance de travailler avec les autres. Prenons un exemple. Si NEAF ferme toute une zone parce qu'il y a des coraux d'eau froide, par exemple. Ça, c'est inutile si 2 ans plus tard, on commence une opération d'extraction minière qui détruit les coraux. Nous n'avons pas la juridiction quand il s'agit de l'extraction minière. Nous devons donc coopérer dans ce cas-là avec l'autorité internationale pour les fonds de l'océan. Il y a également d'autres acteurs qui sont des organismes internationaux qui ont une juridiction sur différentes activités en haute mer. Il est important donc de les réunir et de coopérer. Et dans ce contexte-là, en fait, nous avons travaillé avec la commission OSPAR pour la protection de l'environnement marin dans l'Atlantique du Nord-Est. Beaucoup d'acteurs sont très utiles quand on les réunit. Thanks to both of you. C'est le 2e plus grand récif corallien au monde, après le triangle corallien. Le WWF France célèbre son 40e anniversaire, aujourd'hui au Sofitel, mais il faut savoir que le WWF est présent dans certaines régions depuis bien plus longtemps, notamment à Madagascar depuis 50 ans, et on fête cette année les 50 ans du WWF Madagascar. C'est une zone qui est très importante pour nous, le canal du Mozambique notamment, parce qu'il y a de nombreuses initiatives, notamment du WWF, il y en a eu depuis 50 ans, mais aussi de nombreux acteurs. C'est une zone qui concentre énormément d'enjeux. C'est une zone où il y a des pays très pauvres qui sont présents, notamment Madagascar, les Comores, et où il y a de plus en plus d'exploration, de découvertes minières et gazières qui font de cette zone un nouvel Eldorado. C'est aussi une zone où les populations dépendent très fortement des ressources naturelles. C'est les populations côtières qui dépendent des pêches comme seule source de protéines. Mais c'est aussi une zone qui concentre la plupart des enjeux de biodiversité. À travers les inventaires du WWF, on a découvert qu'il y avait des populations encore très saines de cétacés, des oiseaux migrateurs, un fort taux d'endémisme, des écosystèmes encore très sains. Donc pour nous, c'est un véritable enjeu de sauvegarder cette zone, mais aussi d'en faire une zone de développement durable pour les populations. Mais pour ce faire, il ne faut pas que ce soit uniquement des initiatives d'ONG, mais des initiatives par les États, par les institutions, par le secteur privé et par les ONG. Pour nous, il faudrait qu'il y ait une véritable vision partagée pour une gestion cohérente de la zone, pour une gestion des AMP, pour une gestion des ressources naturelles et des pêcheries, pour le bien-être des populations locales, pour la mise en place de développement et d'activités génératrices de revenus pour les populations et de faire de cette zone une zone riche pour les populations et pour la biodiversité. PSM est une coalition qui regroupe des institutions publiques, des organisations de la société civile, des organisations internationales, des acteurs de la pêche, du tourisme, de l'environnement et tous les intervenants dans le domaine côtier et marin. La ville de Marseille, ici, porte le message de la politique de la mer et du littoral qui est construite autour de 5 plans d'action que nous présentons sur les panneaux qui sont sur le stand. Et également tout le plan de valorisation du milieu marin, de la protection des ressources. Nous sommes quand même ville d'accueil et organisatrice avec le colloque des aires marines protégées, 3e du nom. Et la ville de Marseille est complètement impliquée dans cette démarche avec l'IUCN, l'Union internationale de conservation de la nature, qui a monté cette organisation avec nous. Et il était impensable que nous ne soyons pas présents sur ce salon in situ avec l'équipe du service mer et littoral. Lorsqu'on affiche une zone économique exclusive de 5,5 millions de kilomètres carrés, on a un potentiel incroyable en termes d'aires marines. Donc on a des zones de pêche réglementées, nous avons également des plans de gestion des espaces marins, dont un qui est aussi réserve de biosphère, c'est le complexe Fakarava, Tayaro et plusieurs autres atolls dans les Tuamotu. Et puis des initiatives très particulières qu'on est venu présenter ici pendant ce colloque, et notamment l'aire marine éducative des Marquises, qui est vraiment un concept tout à fait novateur. Je rappelle que la première économie du pays, c'est le tourisme. Ensuite, on a la perliculture et puis la pêche. Tout est orienté quasiment vers la mer.
Je crois que cette journée consacrée aux approches régionales a été très intéressante. 18 ateliers, des cafés de connaissances, tout cela pour expliquer la variété des régions et ce qui existe. Il y a des mises en œuvre régionales de choses comme, par exemple, la description d'EBSAS par la CBD. Il y a les programmes régionaux des maires qui fonctionnent avec les gouvernements et les groupements de gouvernements, et d'autres régions comme les paysages océaniques et marins qui concernent les gens, les communautés. Et ensuite, des régions de gestionnaires et de réseaux d'AMP. Donc, beaucoup de diversité, beaucoup de dynamique. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est diffuser le message que les AMP au niveau régional peuvent faire la différence. Et il ne faut pas se reposer sur ses lauriers non plus. Nous avons identifié beaucoup de défis, beaucoup de recommandations que nous pouvons maintenant mettre en pratique partant de ce congrès. Qu'il faut faire quelque chose à propos de certains sujets, qu'il faut financer, qu'il faut soutenir. Et j'espère que les gens qui pourraient s'impliquer vont effectivement s'engager et utiliser ces exemples qui montrent que l'on peut faire la différence. Et donc le moment est venu pour que M. Roy, Laurent Roy, le directeur de l'eau et de la biodiversité, remette ce sextant à Aguirre pour le Chili, puisque maintenant c'est le Chili qui va bénéficier, enfin je veux dire hériter de ce symbole. Merci. Donc, premièrement, ce qui me fait penser qu'on a passé à une autre étape ici à Marseille, c'est que tous ces gens sont venus et ils sont restés pendant 5 jours avec nous. Donc la conversation ou les conversations qui ont eu lieu ici étaient les conversations multidisciplinaires et multipubliques, et ça c'est très rare. Et deuxièmement, on a quand même les décisions des Nations Unies derrière nous, donc ça va nous encourager maintenant d'inclure de plus en plus de la population, de communiquer mieux. Pourquoi c'est important de protéger notre océan? C'est pas simplement par une passion des gens de la conservation, mais c'est vraiment pour l'intérêt économique et le bien-être de l'humanité entière. Beaucoup d'aires marines protégées, malheureusement, dans le monde sont ce qu'on appelle les aires marines protégées de papier. C'est-à-dire qu'elles manquent de moyens de gestion. Elles ne sont pas gérées, en fait, tout simplement. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que toutes les aires marines protégées puissent bénéficier à la fois des moyens étatiques, mais aussi peut-être les moyens des collectivités, voire du secteur privé, puisque quand même, l'océan est un secteur d'activité économique en croissance, en développement. Il est quand même, nous paraît tout à fait nécessaire, important et juste que le secteur privé contribue à la protection des océans et d'une certaine façon aide à la gestion des aires marines protégées. Alors c'est d'autant plus possible qu'on leur demande, on le demande expressément, qu'ils participent dans un principe de gouvernance, qu'ils s'investissent et qu'ils deviennent aussi des acteurs de la conservation. Donc l'idée qui a été développée pendant le congrès, c'est de développer des partenariats, et notamment des partenariats avec les industries, pour faire en sorte que la protection des océans avec l'outil air marin protégé soit l'affaire de tous et pas simplement celle des spécialistes.